Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. C'est 15 février, merci de nous rejoindre dans cette émission, le talk show qui vous parvient tous les matins quand il est 9h sur Radio Espace. Vous êtes à Kindia, vous nous recevez via notre radio partenaire Kaniazik en province ailleurs. Vous nous écoutez à Zérékolé sur place sur 99.7, notre antenne régionale, la même fréquence à Labé dans tout le Fouta, mais également à Bokeh Centre et dans tout le Kakandé, 99 tout court à Kankan. Merci de nous rejoindre à la une. Ça s'annonçait comme l'épilogue d'un long feuilleton politico-judiciaire, mais c'est sans compter avec la ferme détermination de l'UFDG et de ses conseils à se battre jusqu'au bout. En effet, après la décision du tribunal de première instance de Mafanko, hier, décision qui a débouté l'UFDG et validé l'élection de Mamadou Batos Camara à la tête de la mairie de Matoto. À l'issue de l'élection du 7 février dernier, les avocats du principal parti d'opposition en Guinée annoncent qu'ils vont saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Comment a réagi le principal concerné à cette décision? Que compte-t-il faire désormais? On pose ces questions ce matin. Monsieur Kalemoudou Yansane, candidat UFDG à la mairie de Matoto, il va répondre aux questions des GG ce matin. Et cette question, la CAF a-t-elle officialisé l'attribution de la CAN 2025 à la Guinée? Le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique croit le savoir. Il a d'ores et déjà soumis au gouvernement l'examen d'un projet de décret portant création du COCAN 2025, donc au Comité national d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2025. Le ministre Sanoussi Bantamasso explique que cette attribution est consécutive au récent glissement de calendrier survenu suite au retrait au Cameroun de la CAN 2019. On va essayer d'en savoir davantage ce matin en essayant donc de nous adresser au département de la culture, des sports et du patrimoine historique. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de nous rejoindre. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Mohamed Ali Kondé, bonjour. Bonjour Abakar. Bienvenue. Pour commencer, Mohamed, marché public, le chef de l'État donne des instructions fermes. Le chef de l'État, hier, notamment au cours de le Conseil des ministres, donc, avait décidé tout simplement de ramener dans le giron des départements sectoriels, donc, les autorités contractantes. Oui. Tout simplement l'attribution des marchés publics. Il a surtout insisté sur l'établissement de procédures strictes et claires pour qu'il y ait une visibilité sur l'attribution de l'ensemble des marchés. Mais j'avoue que je suis inquiet par rapport à cette nouvelle mesure. C'est vrai que la mesure a été adoptée, formalisée à travers des textes, mais lorsqu'on sait quel est le pays dans lequel nous vivons, laisser aujourd'hui le choix aux différents départements ministériels d'attribuer directement, de passer directement les marchés publics, moi je suis inquiet à deux niveaux. Ça veut dire quoi? Que la direction nationale des marchés publics saute? C'est la première conséquence. C'est pourquoi je dis que c'est à deux niveaux je suis inquiet. Peut-être que ça va sauter, je ne sais pas, mais personnellement, je ne sais plus quelle va être la mission de cette direction nationale des marchés publics, puisqu'on va lui retirer là son attribution essentielle. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quels sont les contours de cette mesure, mais je suis honnêtement inquiet parce que vous avez vu ici parfois la légèreté avec laquelle certains marchés sont attribués, et là même lorsque c'était dans le giron en fait des démembrements de la présidence de la République. Maintenant là, rappelez-vous par exemple le marché d'attribution notamment de l'installation de la centrale des 100 MW au Turc ici, ensuite à Asperbras, alors qu'il y avait notamment un DAO qui était carrément en cours, mais c'est le chef de l'État qui est intervenu. Le ministre qui était, si vous voulez, le maître d'ouvrage lui-même n'était pas au courant. On l'appelle simplement pour lui dire, bon écoutez, tu passes le marché aux Brésiliens. Bon, il y a beaucoup de domaines comme ça. Vous avez vu ici certains ministres, notamment des travaux publics, aller directement jusqu'à l'administration des grands projets ou même jusqu'au marché public parfois pour intervenir. Aujourd'hui, l'ARMP a sauté. Effectivement. J'ai très peur si les ministres, en fin de compte,
doivent piloter l'attribution des marchés publics, procéder à l'ouverture des prix. Très honnêtement, j'ai peur que ce soit une boîte de Pandore. Je crains que ce soit une boîte de Pandore et qu'en fin de compte, alors l'enrichissement illicite devienne un sport, c'est vrai, qui était à grande échelle. Un sport qui était une sorte de sport de privilégié, mais maintenant je crois que c'est un sport qui va être démocratisé tout simplement. Et là, j'ai vraiment peur pour nos maigres pitances dans ce pays. Allez-y, Jacques Lewa. Je dois dire, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est pour dire tout simplement que finalement, on sait que déjà avec le système actuel, même si bien entendu on veut entrevoir ces mesures pour permettre à ce que les ministres eux-mêmes aient la possibilité d'offrir des marchés, mais déjà ce système actuel, déjà il connaît des problèmes. Nous étions là encore la semaine dernière en train de, non pas en début de semaine, en train de parler de la création de cette autre commission, une agence qui va s'occuper de la mobilisation des recettes. Je crois qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont initiées par le gouvernement, mais derrière, il y a moins de communication. Parce qu'on n'a pas la lisibilité des choses, on n'a pas des explications. Quelles sont les motivations réelles qui amènent, n'est-ce pas, le gouvernement à décider de changer les façons de faire. Mais il y a quand même des principes. Si les principes de base étaient respectés, je crois qu'il y aurait eu moins de soucis. Oui, mais là, ça pose le débat de la transparence dans l'attribution de la commande publique. Et la question aujourd'hui, est-ce que cette réforme vers laquelle on tend, est-ce que c'est décidé de toutes les façons c'est suscité par le chef de l'État en personne, ce qui a rappelé hier en Conseil des ministres que les nouvelles instructions donc dans le cadre de l'attribution des marchés publics doivent être appliquées en ramenant donc ces attributions à l'attribution des marchés aux autorités contractantes, c'est-à-dire aux départements et au démembrement de l'État. Mais est-ce que ça peut changer la donne? C'est ça la question, c'est ça l'équation. Parce qu'on sait que ça ne marchait pas du tout avec la Direction nationale des marchés publics et toutes les autres entités impliquées dans ce processus. Mais est-ce que en ramenant l'attribution des marchés publics, de la commande publique aux autorités, aux départements concernés, est-ce que ça garantit la transparence et l'égalité, l'équité, on va dire l'équité entre tous les soumissionnaires. Je pense que ce qui peut changer, parce que ça c'est effectif, ce qui peut véritablement changer concrètement, ça va diminuer les conflits. Parce que par le Comment ça? Au fait, ce que j'ai envie de dire, souvent quand les marchés étaient attribués par la direction des marchés publics, on sait bien qu'il y avait un souci d'indépendance, c'est-à-dire que les dossiers soient examinés de manière indépendante, que le ministère ne soit pas impliqué. Mais cela n'empêchait pas certains ministres d'avoir des a priori, d'avoir par exemple des préférences pour certains. Donc même si il y avait certains dossiers étaient mieux montés, mieux favorables que d'autres, il y avait cette volonté de la part de certains ministres, en tout cas de donner des marchés à certaines connaissances, à certains amis, etc. Donc, le problème est qu'il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises écrans. Oui, des entreprises écrans. On apprend aussi qu'il y a beaucoup, et je crois que ce n'est même pas assez caché. Soit les ministres eux-mêmes, ils ont des entreprises, ou alors ils sont derrière certaines entreprises. Il y a quand même des soucis énormes. Je crois que ça, c'est dans tous les secteurs d'ailleurs, où il y a, où on demande souvent l'intervention des entreprises. Ce que j'ai donc envie de dire, ce conflit entre ministères ou bien entre ministres et direction des marchés publics peut à un moment donné être atténué, mais cela ne garantit pas, en tout cas d'emblée, la transparence dans l'attribution des marchés. Moi, je ne peux pas dire par exemple que le président a pris une décision, est-ce que ça va porter, est-ce que ça ne va pas porter. C'est lui qui est entouré d'intelligence, de spécialistes pouvant lui dire ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ce que nous pouvons faire, c'est d'observer et voir ce qui n'a pas marché, peut-être pour dénoncer. Si les grandes gueules. À mon avis, à le faire, c'est parce qu'il pense que de cette manière-là, ça va fonctionner. Surtout que je fais partie de ceux qui croient que, comme on le dit en malinquité, c'est là qu'on dit là, mon makanembo adaro. Tu peux pas donner la tête à quelqu'un et lui enlever la main. Non, quand même, non, on peut pas quand même l'appliquer dans tous les domaines. Attendez quand même.
Non, Dans on tous les sait domaines, comment on ça peut se passe. l'appliquer. Quand Non, tu as il faut faire attention responsabilisé, là-dessus. Quand tu responsabilises un chef, il faut lui donner la chefferie. Enfin, il faut lui donner les moyens de faire. Attention. Il faut lui donner tout ce dont il a besoin pour pouvoir prendre des décisions. Aujourd'hui, il faut faire confiance au ministre. Dis-moi, c'est quoi finalement l'utilité de la direction nationale des marchés publics? Cette direction, elle n'a plus sa raison d'être. Qu'elle disparaisse tout simplement. Alors, Oui, le problème c'est ça. Qu'elle disparaisse si elle n'a plus sa raison d'être. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on nomme un ministre, c'est parce qu'on a confiance en ce ministre-là. Ce qu'il faut faire, c'est d'y mettre des mécanismes de contrôle de ce ministre. Quel mécanisme? Mais justement, c'est ce qu'il faut. Alors qu'on est en train de cisailler. On attribue des postes à des personnes et qui ne... Enfin, les ministres qui sortent du gouvernement, on reproche au président de les prendre comme conseillers alors qu'ils n'ont rien à faire à la présidence, par exemple. C'est parce qu'ils n'ont pas de portefeuille. Les ministres aussi, ça ressemble presque à ça. Parce que lorsque tu donnes le ministre que tu n'as plus confiance en lui, tu penses qu'il va détourner lorsqu'il s'agira de passer un marché public, tu penses tu lui prêtes des mauvaises intentions sans pour autant lui mettre à l'œuvre. Je pense que mieux vaut ne pas nommer le ministre, mais mieux vaut le faire toi-même. Donc je pense que lorsqu'on nomme un ministre, il faut lui donner tous les moyens et surtout la confiance nécessaire pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Vous pensez que chaque ministre comme dans ça, son secteur vous pensez que de cette façon on peut avoir la garantie qu'il aura de la transparence? Mais pour le moment, ce que nous pouvons faire, c'est observer. On est dans quel pays? Réveille-toi, nous sommes en Guinée. Je suis réveillé. Dites-moi, la direction a existé. Est-ce que ça a empêché rien qu'à écouter Mara qui est à côté? Ça n'a rien garanti. Non, là-dessus on est d'accord. Ça n'a rien garanti. Oui, là-dessus on est d'accord. Aujourd'hui, il décide de changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais ça ressemble. Il y a quand même deux soucis que moi j'ai. Il faut reconnaître qu'il va y avoir un effet quand même positif. C'est que les procédures peuvent être simplifiées. Donc, par conséquent, ils seront un peu plus rapides. Parce que si toutes les passations sont, si vous voulez, concentrées au même niveau, forcément, il va y avoir une lourdeur administrative. Alors qu'en la déconcentrant, les dossiers seraient évacués un peu plus rapidement. Mais je veux juste rappeler quelque chose à Mohamed Ali. Vous êtes dans un pays où il y a deux catégories de citoyens. Il y a le citoyen lambda et des hauts cadres de l'État, c'est-à-dire vous et moi et les fonctionnaires, qui pouvons être poursuivis devant les tribunaux, les cours et tribunaux en Guinée. Vous avez une seconde catégorie de personnes constituée environ d'une trentaine ou d'une quarantaine de personnes, c'est-à-dire le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres en fonction, qui ne peuvent pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Oui. Alors, imaginez que les ministres parce que tout simplement, la Haute Cour de justice n'a pas été mise en place. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Tant que la Haute Cour de justice n'est pas mise sur place, il faudrait éviter de donner plus de responsabilités à nos ministres, parce que la seule sanction qui existe aujourd'hui, c'est que le président démette un ministre pour le nommer là où il pourrait manger plus tranquillement sans être... Heureusement, Mohamed Mara, il faut rappeler cela aussi. Heureusement, je vais terminer pour ne pas diluer mon raisonnement. Les crimes économiques sont imprescriptibles. Oui, mais attendez, dans son pays. Non. C'est ce que tu dis. Attention, on va s'écouter. On ne va pas s'enfermer dans ce juridisme-là. Lorsque vous dites que les crimes économiques sont imprescriptibles, ça c'est dans la lettre, nous le savons tous. Mais dites-moi, la fin du régime Lansana Conté a été gangrénée par une orgie financière mais sans précédent dans notre pays. Dites-moi quel est le ministre qui a répondu après. Même le Tony Truant, capitaine, attendez. La nouvelle constitution, oui, mais écoutons-nous. La nouvelle constitution ne date pas de Lansana Conté. Attendez. Depuis Dadis Camara, moi je veux savoir quel est l'ancien ministre ici qui a eu à répondre de ces forfaits. Bien au contraire, ce sont ceux-ci-là pour la plupart du temps qui sont reconvertis en leaders politiques dans ce pays. Alors, dans une telle société où lorsqu'un ministre se rend coupable de forfait économique, vous avez sa communauté, son village d'origine, sa préfecture d'origine qui viendra manifester en sa faveur. Dans un tel pays où il n'y a même pas, où les ministres ne sont même pas justiciables, moi je suis quand même au regret d'entendre qu'il faille encore leur donner plus de responsabilités. Non, je suis pas d'accord. En attendant... Non, mais alors pourquoi les nommer Mohamed Mara? Non, mais attendez, tu fais comme si la passation des marchés publics, était la seule compétence des ministres. Je te rappelle, dans leur lettre de mission, la passation des marchés publics ne fait même pas partie de leur lettre de mission. Voilà, lis bien la lettre de mission. On va se calmer.
j'ai simplement C'est ce que je demandé, n'ai pas compris, et j'ai jamais eu la réponse à ma question. Qu'est-ce que ça garantit en termes de transparence, le fait que cette responsabilité revienne au département concerné? Ce que ça garantit, les spécialistes le diront, si le président, par exemple, a pris la décision de le faire, c'est que pour lui, ça apportera plus de garanties, ça apportera plus de résultats que la situation précédente. C'est ce que moi, je pense et je veux accorder ce bénéfice de doute. Je ne veux pas aller au-delà de cela. Maintenant, ce que je n'accepte pas au niveau de Mohamed Mara, pour terminer, c'est que je ne peux pas dire, par exemple, j'ai confiance à Aboubacar Diallo, mais je ne veux pas qu'il fasse ceci parce que dans ce domaine-là, j'ai pas confiance en lui. Bien entendu, c'est parce que ça concerne leur département ministériel. Mais il y a un mécanisme qui existait déjà auparavant avec la direction des marchés publics, j'imagine, qui permettait... Les grands projets aussi. Les grands projets aussi, qui permettaient donc aux chefs de département, si vous voulez, d'être informés du processus d'études, de sélection, mais également d'examen des dossiers jusqu'à l'attribution des marchés. Je crois que ce processus, ça, ce n'est qu'un avis, pouvait être renforcé pour permettre qu'il y ait cette information qui soit remontée régulièrement. Mais bon, peut-être que, comme je l'ai dit encore, il y a un certain nombre d'explications qui ne sont pas encore données, qui devraient être données en tout cas pour permettre, n'est-ce pas, à la compréhension de tous. Et l'autre aspect sur lequel on n'insiste pas assez, Mohamed, ce sont les conséquences dont on ne parle pas assez de la suppression de l'ARMP. Est-ce que l'ARMP, c'était en quelque sorte le giron dans lequel venaient pleurer, on va dire comme ça, les entreprises qui se sentaient lésées dans l'attribution de la commande publique? Vous vous rappelez, il y a 3 ans environ, vous vous rappelez, nous étions déjà en train de prophétiser la fin de la RMP, alors que ça n'avait même pas commencé. Parce que quand on se rappelle au début toutes les dénonciations et parfois comment cette institution mettait les pieds dans les plats, je me rappelle encore de son conseiller juridique à l'époque, je crois, qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Je me rappelle même du tout dernier directeur, je crois, c'est Jonas Mokamba Diallo. Comment ces gens-là ont été combattus et pratiquement cloués au pilori ici dans ce pays. Je m'attendais un peu à cela parce que ça n'arrangeait plus. C'est-à-dire tout ce qui concerne aujourd'hui la moralisation de la gestion publique doit sauter. Tous ces verrous-là, il faut qu'on les fasse sauter. Malheureusement, c'est pas rassurant. Malheureusement, on a l'impression que cette fin de mandat est en train d'être utilisée par les mêmes esprits machiavéliques qui avaient pris en otage le général Conté vers la fin de son dernier mandat. Et ça doit nous alerter quand même. En apparence, ce sont des bonnes mesures, mais il suffit de s'y attarder. Les gens, ils viennent aujourd'hui, il y a des hauts cadres qui n'hésitent même pas à vous dire, écoutez, de toutes les manières, c'est une fin de mandat, celui qui ne se fait pas la poche maintenant, il ne deviendra jamais riche, parce que devenir ministre, c'est-à-dire que dans l'entendement même des Guinéens aujourd'hui, ce n'est pas être serviteur, mais c'est un moyen, c'est le moyen le plus sûr de s'enrichir de manière illicite et dans un délai record. Moi, mon problème, il est là. Sans mécanisme clair, défini, qui a été par exemple soumis notamment au contrôle des députés, moi j'ai peur qu'on soumette aujourd'hui directement l'attribution surtout des gros contrats, des gros marchés publics. Des petits marchés par exemple, comme avant jusqu'à 999 milliards, bien. Je peux comprendre, mais millions, mais au-delà d'un milliard, moi j'ai franchement peur qu'on attribue cela à des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont passés experts. Ça veut dire aussi que les DAF joueront un grand rôle dans ce processus. Oui, mais même sans l'attribution des marchés publics, vous savez, les DAF... Parce que c'est eux qui gèrent, avec les PRMP qui gèrent déjà les marchés de cotation donc, qui sont plafonnés à 250 millions. Absolument. Si vous voyez en Guinée un DAF qui n'est pas rondelet, replet, obèse, c'est que c'est vraiment Dieu qui lui a privé des cellules qui peuvent prendre du poids. Mais sinon, vous êtes DAF en Guinée, au bout de 3 mois, si vous ne vous êtes pas, je vous assure, soit vous attrapez le diabète ou l'hypertension, parce que vous allez devenir forcément rondouillé. C'est du sucre, c'est du sucre. Bien. Vous voyez, ça fait bon d'être DAF dans ce pays. Ben voilà. Bien, on enchaîne là-dessus avec l'utilisation des sirènes et des militaires comme des gardes-corps privés. Alpha Condé réclame la fin des mauvaises pratiques. J'aimerais sincèrement que le président se fasse respecter. Parce qu'il y en a marre de voir des sirènes récalcitrantes, des sirènes impolies dans la circulation. Franchement. Et moi, j'aimerais, avant même que je ne sorte de ce studio, que quelqu'un lance un hashtag
notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter et aussi sur Facebook, qui sont les plus utilisés en Guinée. Un hashtag, par exemple, alt sirène récalcitrante. Et j'aimerais, par exemple, pousser les jeunes, partout où vous voyez un véhicule VA ou EP sortir des fils le matin, parce que les gens attendent de 9h, 10h pour aller au boulot, ou le soir quand ils rentrent à 18h pour doubler tout le monde et créer des embouteillages. Moi j'aimerais que tout simplement les gens capturent à mettre fin à ces pratiques. Non, que les gens capturent simplement les plaques d'immatriculation de ces véhicules dans ces positions pour les projeter sur les réseaux sociaux. Hashtag alt sirène récalcitrante, qu'on le crée, qu'on publie l'ensemble des plaques d'immatriculation de ces véhicules, et on verra bien si Dr Kassori Fofana ne va pas sévir, parce que je ne pense pas que ce soit il faut au moins que la société civile pouvait quand même servir à quelque chose. Non, mais c'est pas possible. Nous faisons partie de la société civile, nous les médias. Cette société civile. D'accord, mais ce sont des questions simples, moi-même. Mais la société civile. Imaginez, depuis 2010, depuis que le président est au pouvoir, mais ce sont des mesures qu'on a tout le temps annoncées sans qu'on ne réussisse quand même à les appliquer. Oui, mais il a toujours dit, le président. Il n'y a jamais eu d'implication de la société civile. C'est pas possible. C'est pour cela que mais quelle est sa raison d'être? C'est pour cela que le Premier ministre, le ministre de la Sécurité et d'autres doivent faire respecter l'institution présidentielle. Il y a des règlements qui interdisent l'utilisation des sonores, plutôt des alertes sonores en dehors des missions officielles, parce que c'est dans les missions officielles que c'est autorisé. En dehors de ces missions officielles, seul le président de la République et le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, je crois, et le président de l'Assemblée nationale sont habilités à le faire. Même pas le Premier ministre. Mais pour l'amour de Dieu, au moins, par respect pour le chef de l'État, qu'on le fasse. Vous avez dans ce pays, aujourd'hui, des gens qui ont des sirènes même sur des véhicules privés. Je ne sais pas si vous l'avez constaté dans la circulation. Et le cas de ces gardes-corps, mais ces militaires, mais qui sont utilisés par n'importe qui. J'en viens, mais vous avez surtout des personnalités. Il faut qu'on respecte l'armée. Vous avez surtout des personnalités de ce pays. Vous avez surtout des personnalités de ce pays dont les véhicules ne sont pas immatriculés. Je vous donne l'exemple de Mohamed Saïd Fofana. Durant toute la période de sa primature, il n'a jamais voulu immatriculer son véhicule. Je cite aujourd'hui qu'il veuille bien m'en excuser, c'est parce que c'est ton papa pour l'ensemble de la nation. Le grand imam de la mosquée Faisal. Il faudrait, parce que lui peut-être ne le sait pas, mais il faudrait que les gens qui sont autour de lui comprennent que celui-là, c'est une figure morale de notre pays. C'est une institution morale. C'est même une institution, l'imam de la mosquée Faisal, que vraiment il faudrait qu'on fasse immatriculer son véhicule. C'est extrêmement important. Maintenant, les militaires, il y a quelque chose qu'on observe. C'est des militaires dans des concessions privées qui font du gardiennage. Parfois, vous avez même derrière des officiers. N'importe qui peut s'attacher leur service. Non, aujourd'hui vous avez de l'argent. Vous pouvez recruter un gendarme parce que lui il a le droit d'avoir. Parce que ce qu'on ne dit pas, Mohamed, c'est un peu. C'est parfois aussi les conditions de traitement de ces gens. Parce que il faut qu'on fasse une immersion au sein des PA, parce qu'on nous apprend que c'est 20 000 francs et c'est sauf si on nous dément 20 000 francs qu'on donne à ces militaires. Même si on leur donnait 100 francs. 2000 francs par jour. Attendez, Abouakar, on peut pas tout justifier de cette manière. Même s'ils ne perçoivent que 100 francs, ils se sont engagés pour le métier des armes. L'armée, elle est républicaine, apolitique. Le militaire, en s'engageant, sait qu'il se sacrifie pour la nation. Il prête serment de protéger le pays. C'est pas pour rien qu'ils sont mieux traités que par exemple les fonctionnaires. Mais ça ne veut pas dire que vous avez opté pour. Je suis d'accord, mais attention. Pour une vie des galériens. Le militaire n'est pas l'agent public le moins bien traité. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des efforts qui ont été faits. Mara ne comprend pas, c'est que ces militaires, ils ont un sentiment d'injustice. Tu parles avec certains d'entre eux, ils te diront que nos chefs là, ça vient, mais c'est eux qui bouffent là-bas, c'est pour eux. Non, c'est des bruits comme on le fait. Mais n'empêche qu'ils ont des dotations. N'empêche que leur situation. Il faut regarder. N'empêche que leur situation. Il faut regarder aux conditions de vie des unités constituées en PA. C'est important. Oui, mais Titi, j'ai opté pour le journalisme. J'avais la possibilité ou la latitude de faire autre chose de ma vie. Tu peux être commerçant par exemple. Voilà. Homme d'affaires. Donc, ça n'explique pas si aujourd'hui je me permets de devenir un délinquant. Attendez, si je me permets de tremper dans de la délinquance financière, je ne peux pas arguer que c'est parce que je suis journaliste, je suis mal payé ou ceci ou cela. C'est à moi de travailler dur et de me vendre pour que mon patron il me donne les conditions qui me permettront de m'en sortir. Sauf que ça se passe pas comme ça dans la grande nuit. Oui, mais attendez, c'est une question. Non, attendez, c'est aussi une question de mentalité. Bien. C'est que dans notre pays, il faut reformer aussi les mentalités. Quand les gens doivent aller à l'armée, c'est pourquoi même ces recrutements là, il faut dire la vérité aux
jeunes dès maintenant. Il faudrait leur dire le président, qu'ils peuvent pas faire du commerce. il parle désormais de services civiques et militaires pour les étudiants. Oui, mais on a même annoncé. Attention, on a annoncé hier. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière. Préparer dans oui, mais il y a universités. plus d'un an que c'est annoncé. Moi, je me souviens avoir consacré une plume à cela ici, parce que c'est une mesure inapplicable. Croyez-moi. On en parlera dans une autre émission, mais c'est une mesure aujourd'hui inapplicable. Merci. Allez-y, Mohamed Ali Kone. Ce que j'ai juste envie de placer après Mara, c'est de dire tout simplement que, au fait, c'est pas que les militaires, parce que s'il y a un endroit où il y a plus d'ordre, où on obéit plus à la lettre, c'est au niveau des militaires, ça je le sais. Mais si on se sent si on sent l'injustice, si on pense qu'on est victime tout le temps d'injustice, c'est toujours de la part de nos chefs, ben on se débrouille comment on peut. Personne ne peut résister au fait. Il a donné l'exemple des journalistes, c'est bien. Quand on sait qu'on est pauvre et tout le monde dans notre catégorie est pauvre comme nous, c'est plus facile d'accepter que lorsqu'on sait que quelqu'un d'autre bouffe, c'est une minorité bouffe ce qui nous est destiné. Je pense que ça, c'est un problème. Alors, en ce qui concerne les militaires, je pense que ça peut être réglé. Peut-être qu'on ne verra plus un militaire derrière. La Guérassi n'est pas pauvre, c'est un boss. Je pense que oui. Les grandes gueules. C'est un patron de presse. C'est un patron, alors c'est un boss. C'est un entrepreneur. Voilà. Il n'est pas simplement journaliste. Alors, ce que je suis en train de dire, que peut-être pour les militaires, ça va réussir. On ne verra plus un militaire, par exemple, derrière un civil. On ne pourra plus. Peut-être il y aura plus de gendarmes, je sais. Mais avec les sirènes, je ne crois pas, parce que ce n'est pas la. Parce que quand on parle des militaires, on parle aussi des gendarmes, c'est cela? Les militaires et les gendarmes? Oui, parce que la gendarmerie relève des forces armées, quand même. D'accord. Ça veut dire que on ne verra plus de. Alors là, Voilà, on ne verra plus de même des gendarmes derrière les particuliers. Je pensais quand on parlait de l'armée. S'ils sont pas en mission, c'est pas normal. D'accord. Voilà. Les gendarmes, c'est normal, non? Ça risque de chauffer. Non, en gardiennage privé, non. Oui, bien sûr, parce que les gendarmes. Pourquoi? Des gardiens privés? Oui. Non. Pourquoi pas? En utilisant la tenue, en utilisant les armes. De quoi tu es en train de parler là? Que les gendarmes peuvent bien évidemment sécuriser les personnes privées. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Non, mais c'est justement. Il y a des sociétés spécialisées dans cela. Ce sont des agents publics. Je suis désolé. Il y a des sociétés de gardiennage qui peuvent prêter des agents pour la sécurité personnelle de quelqu'un. C'est différent. Mais pas des agents de l'armée. Pas des agents publics, hein, attention. Bien, allez-y. Bon, il a coupé la langue là. Allez-y. Allez-y, Jacques, pour clore. Je vais dire rapidement deux choses. D'abord, par rapport aux sirènes, commencer par dire que c'est pas pour la première fois que ça a été annoncé. Ouais. Je crois que Babacar Sarr, à un moment donné, avait menacé même certains directeurs nationaux ou bien certains ministres. Mais après, je crois que c'est resté dans les déclarations. Il n'y a jamais eu de sanctions. Les ministres, ils utilisent les sirènes. Les flèches plutôt. Hein. De toutes les façons, oui, ça c'était des flèches, mais des sirènes on entend aussi. De toutes les façons, tout ceci n'est pas normal. En tout cas, le ministre quand même, il a droit quand même à utiliser les flèches. Vous avez lu le communiqué? Non, mais le communiqué précise. Le communiqué précise. C'est quand même une fonction importante, la fonction de ministre. Non, un ministre, il peut pas quand même. Je suis désolé. À un moment donné, il va la circulation. On a indiqué les circonstances. Bien, allez-y. Je vous écoute. Voilà pourquoi les embouteillages nous tuent de stress dans ce pays. C'est pas les ministres qui sont responsables des embouteillages. Si ces ministres-là, écoute-moi. Non, je suis pas d'accord. Si ces ministres-là ne sont pas les seuls responsables, ne sont pas les seules causes des embouteillages. Pour deux raisons. Primo, c'est un conseil des ministres dans ce pays que la décision a été prise, que seul le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense pouvaient utiliser les sirènes en dehors des missions officielles. Ça, c'est un conseil des ministres. Ça, c'est la première instance quand même qui délibère en matière exécutive. La deuxième raison, si ces ministres-là ne vivent pas notre quotidien, comment veux-tu que ces gens-là soient justement ceux-là qui facilitent notre quotidien? Vous les avez vus ici prendre l'avion à Conakry, aller à Bamako, à plus de 1200 km pour rappliquer à Kankan à 400 km. Ouais, au lieu simplement de prendre la route. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils préfèrent survoler nos problèmes que de les affronter. Messieurs les ministres, vous devez moisir dans les embouteillages comme nous. Vos véhicules sont climatisés. Tant mieux avec notre argent, c'est pas grave. Il faut aussi donc, mais ça, c'est vous devez aussi être. Il faut que l'opinion existe là désormais pour nos gouvernants qui partent à l'intérieur du pays, qui empruntent les routes cabossées de la Guinée. Allez-y. Il faut rêver. Ça a été annoncé, ça n'a jamais été respecté. Et les raisons, on les connaît. Je crois que c'est pas la société civile. Voilà, la société civile peut continuer à dénoncer comme d'habitude, mais ce n'est pas elle qui a, si vous voulez, le pouvoir de répression.
il y a des gens qui sont dans la circulation, qui régulent la circulation, qui ont donc la possibilité de réprimer. Mais quand on voit le comportement de certains policiers de la routière, il faut bien dire que c'est pas gagné d'avance. Parce que même un simple civil, un simple citoyen, vous pouvez, n'est-ce pas, demander à un policier qu'il vous accorde le droit de violer la loi. C'est-à-dire que vous voulez prendre un sens contraire ou un sens interdit, il suffit seulement que vous lui parliez avec de la bonne manière ou alors que vous lui donniez un peu d'argent, il vous autorise souvent à prendre un sens qui n'est pas autorisé. Je crois que le problème doit être de ce niveau-là. La rigueur, c'est du côté des policiers. Merci. Mais la société civile, je crois, en la matière, elle fait ce qu'elle peut en dénonçant. Bien. Pour clore. À la fin, vous voyez, je pense que le problème n'existe pas qu'au niveau des gouvernants. Même les citoyens, nous avons besoin d'une éducation civique, et moi le premier. Parce que si on ne sait pas qui doit utiliser les sirènes, qui doit se faire accompagner par un militaire, qui doit faire quoi, je crois que c'est un problème et pour tous les citoyens. Si ça a été le plus souvent fait, que les gendarmes accompagnent par exemple les personnes privées, ça a tout le temps existé comme ça, on a tout le temps remarqué comme ça. Bon, nous on a l'impression que c'est une loi, que c'est normal que ça se fasse. Et on le dit avec assurance n'importe où. Donc je pense qu'il faut maintenant établir des règles claires et surtout là où la société civile doit intervenir, les vulgariser, les enseigner à partir de l'école primaire, faire comprendre à chacun ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Il faut aussi expliquer les nouveaux panneaux donc, qui sont en train d'être installés. C'est important. Une pause, on revient, une transition plutôt. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.